Juillet 1943. L'Europe est en feu depuis 4 ans. Sur le front de l'Est, la Wehrmacht allemande et l'armée rouge soviétique s'affrontent depuis 2 ans dans une guerre d'une brutalité sans précédent. Après la défaite retentissante de Stalingrad, beaucoup pensent que l'armée allemande n'a plus les moyens de frapper. Et pourtant, Adolf Hitler prépare encore un plan audacieux, une tentative désespérée pour reprendre l'initiative. L'opération Citadelle, la bataille de Koursk. Ce sera la plus grande bataille de chars de toute l'histoire de l'humanité. Des centaines de milliers d'hommes, des milliers de blindés, des dizaines de milliers de canons et d'avions engagés dans un duel titanesque sur la steppe russe. Une bataille qui décidera du sort du front de l'Est et peut-être même de la guerre entière. Car à Koursk, en cet été 1943, tout se joue. La puissance industrielle du Reich face à la mobilisation totale de l'Union soviétique. Les nouveaux chars allemands face à la ténacité et à la stratégie défensive des soviétiques. Et au bout du compte, la question simple et terrible, qui désormais dictera le rythme de la guerre ? Après Stalingrad, la Wehrmacht a perdu une armée entière. Le prestige allemand est brisé et l'armée rouge galvanisée reprend du terrain. Mais la victoire soviétique a été chèrement payée. Des millions de morts, un pays dévasté, une logistique encore très fragile. Les deux camps ont besoin d'une pause. Au printemps 1943, le front de l'Est se stabilise autour d'un large renflement du front allemand vers l'Est. Une poche autour de la ville de Koursk. Ce saillant, long de près de 250 km et large de 160, s'avance profondément dans les lignes allemandes. Pour le haut commandement du Reich, c'est une opportunité. Attaquer ce saillant par le nord et par le sud, refermer la pince, détruire les armées soviétiques qui s'y trouvent et rétablir une ligne de front plus solide. Hitler voit dans ce plan une chance de redorer le blason de la Wehrmacht et se venger de Stalingrad. L'opération reçoit le nom de code Citadelle. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Des généraux comme Manstein ou Guderian savent que les soviétiques sont mieux préparés. Et surtout que les nouvelles divisions allemandes ne sont pas encore prêtes. Les nouveaux chars, les Panthères et les Tigres, et les chasseurs de chars Ferdinand sont puissants, mais encore instables et mécaniquement fragiles. D'ailleurs, ils le resteront jusqu'à la fin du conflit. En face, Staline et ses commandants, notamment Zhukov, Rokossovski et Vassilievski, devinent parfaitement les intentions allemandes. Grâce à leurs services de renseignement et aux communications interceptées via Enigma, ils savent presque tout. La date de l'offensive, les forces engagées et les axes d'attaque. Au lieu d'attaquer les premiers comme le feraient beaucoup de chefs, Staline écoute, pour une fois, les conseils de ses généraux. Il décide de laisser venir les Allemands, de les épuiser sur des positions préparées, puis de lancer une contre-offensive écrasante. Une approche nouvelle, prudente et stratégique. Pendant des mois, les soviétiques creusent, minent et fortifient le saillant de Koursk. 9 lignes de défense successives, des millions de mines, des tranchées, des fossés anti-chars, des nids d'artillerie, à perte de vue. Près d'un demi-million de civils et des soldats travaillent jour et nuit. Une véritable forteresse sur des centaines de kilomètres. Lorsque l'été 1943 arrive, Koursk est devenue une muraille de feu et d'acier. Et les soviétiques attendent. Les chiffres donnent le vertige. Côté allemand, on compte près de 900 000 hommes, 3 000 chars et canons d'assaut, 2 000 avions et plus de 10 000 canons. L'élite de la Wehrmacht, notamment les divisions SS, Leibstandart, Das Reich et Totenkopf, se tiennent près au sud, sous le commandement du général Hoth. Au nord, le général Model aligne la 9e armée. En face de tout ça, l'Union soviétique a amassé plus d'1,9 million d'hommes, 5 000 chars, 25 000 canons et près de 3 000 avions. Les armées de Rokossovski au nord et de Vatutin au sud sont soutenues par de puissantes réserves, prêtes à contre-attaquer au bon moment.
Les soviétiques ne manquent pas de moyens, mais ils ont appris à les employer différemment dorénavant. Ils ont perfectionné la défense en profondeur, laissé l'ennemi s'enfoncer, ralentir sa progression et le détruire progressivement par l'usure. Les deux camps savent que la bataille sera décisive. Les Allemands veulent frapper fort avant que les Alliés ne débarquent en Europe de l'Ouest. Les Soviétiques, eux, veulent prouver qu'ils ont désormais la supériorité militaire et morale. Au début de juillet, les préparatifs sont terminés. Les deux camps retiennent leur souffle. Le 5 juillet 1943, à 3 h du matin, les Soviétiques prennent les devants. Leurs radars et espions ayant repéré les mouvements allemands, ils déclenchent une préparation d'artillerie massive sur les positions ennemies. Pendant près de 2 heures, des milliers de canons pilonnent les lignes allemandes, détruisant dépôts de munitions et chars encore à couvert. Mais lorsque le soleil se lève, les Allemands répliquent, et l'opération Citadelle commence. Au nord, le général Model attaque avec la 9e armée. Ses forces s'enfoncent lentement dans les défenses soviétiques. Mais les champs de mines, l'artillerie et les contre-attaques locales freinent leur progression. Les pertes sont lourdes dès les premières heures. Les nouveaux chasseurs de chars Ferdinand, puissants mais dépourvus de mitrailleuses, sont vulnérables à l'infanterie soviétique qui réussit à s'infiltrer entre les blindés. La progression est de quelques kilomètres seulement. Au sud, cependant, la situation est différente. Les divisions du général Hoth, appuyées par le 2e corps de Panzer SS, avancent beaucoup plus vite. Les chars Tigre percent les premières lignes soviétiques, détruisant des dizaines de T-34 à distance. Mais les soviétiques reculent méthodiquement, attirant les Allemands toujours plus loin dans le dispositif. Chaque mètre conquis coûte des centaines de vies. Les champs sont criblés de carcasses fumantes, les villages réduits en poussière. La steppe tremble sous le fracas de l'artillerie et des hurlements des Stukas. Malgré des pertes absolument colossales, les Allemands avancent. Le 10 juillet, ils sont à une trentaine de kilomètres de Prokhorovka, au cœur du saillant sud. Hitler espère encore la percée décisive. Mais ce qu'il ignore, c'est que les Soviétiques ont gardé leurs meilleures unités en réserve. Leur contre-coup se prépare. Le 12 juillet 1943, près de la petite gare de Prokhorovka, à une petite centaine de kilomètres au sud de Koursk, la steppe s'embrase. Le 2e corps blindé SS allemand, fort de près de 300 chars, fait face à la 5e armée blindée soviétique du général Rotminstrov. Et vous m'excuserez pour les prononciations durant tout cet épisode d'ailleurs. Qui lui aligne plus de 800 chars T-34 et des chars légers. À l'aube, Rotminstrov ordonne l'assaut. Des centaines de chars soviétiques foncent à toute allure, soulevant des nuages de poussière. Les équipages hurlent, la terre tremble, le tonnerre des canons couvre tout autre son. Les T-34, plus légers et plus mobiles, foncent sur des positions allemandes pour réduire la supériorité des Tigres à longue distance. Le chaos est total. Les chars s'entrechoquent parfois à moins de 50 mètres. Les coups au but sont presque automatiques à cette distance. Les T-34 tentent d'encercler les Tigres pendant que les SS ripostent méthodiquement. Leurs obus de 88 mm transpercent les blindés soviétiques comme du papier. La bataille de Prokhorovka est un enfer d'acier et de feu. Les collisions sont fréquentes, les explosions continuent, la visibilité est quasi nulle à cause de la fumée et de la poussière. Les deux camps se battent avec une détermination inhumaine. À la tombée du jour, les pertes sont terribles. Des centaines de chars sont détruits ou inutilisables. Les Allemands ont infligé des pertes sévères, mais ils n'ont pas percé. Et surtout, leurs réserves de carburant et de munitions s'épuisent. Les Soviétiques, eux, reçoivent sans cesse de nouveaux renforts. Le lendemain, Hitler apprend qu'en Sicile, les Alliés ont débarqué. Craignant un second front, il ordonne l'arrêt de l'opération Citadelle. La grande offensive allemande à l'Est vient d'échouer. Prokhorovka restera dans l'histoire comme le plus grand affrontement de chars jamais vu. Dès la fin de l'offensive allemande, l'armée rouge reprend l'initiative et repasse à l'attaque. Les fronts de Briansk, d'Orel et encore d'autres déclenchent une série d'opérations coordonnées.
Les troupes allemandes épuisées reculent sur toute la ligne. Le 5 août, les soviétiques libèrent Orel et Belgorod. Le 23 août, c'est Kharkov qui tombe à son tour. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Allemands sont contraints de battre en retraite sur tous les fronts. Leur prestige militaire, déjà bien entamé à Stalingrad, est désormais anéanti. Les pertes sont gigantesques. Environ 200 000 hommes pour les Allemands et près de 250 000 pour les Soviétiques. On compte aussi plus de 6 000 chars détruits, tous côtés confondus. Mais les conséquences stratégiques sont claires. Le Reich ne reprendra plus jamais l'initiative à l'Est. La bataille de Koursk marquera un tournant irréversible. Désormais, les Soviétiques avancent sans relâche. Ils reprendront Kiev à l'automne, franchiront le Dniepr et finiront par atteindre Berlin 2 ans plus tard. Pour l'Allemagne, Koursk, c'est le début de la fin. La perte massive de matériel et de vétérans ne sera jamais compensée. Les usines ne peuvent plus suivre. La Luftwaffe perd sa suprématie aérienne. L'armée allemande devient défensive, condamnée à reculer. Pour l'Union soviétique, c'est l'heure du triomphe. La propagande de Moscou glorifie Koursk évidemment comme la preuve de la supériorité du socialisme, de la puissance de l'industrie soviétique et de la détermination du peuple. Des dizaines de héros de l'Union soviétique sont décorés. L'armée rouge a montré qu'elle peut non seulement survivre, mais vaincre. La bataille de Koursk, ça a été plus qu'un affrontement militaire. Ça a été le symbole d'un basculement du monde. Elle montra la fin de la guerre éclair allemande, la montée en puissance de la planification soviétique et la victoire du nombre, de la logistique et de la patience. Jamais auparavant on n'aura vu une telle concentration de feu et d'acier. Jamais auparavant une bataille n'aura été préparée avec autant de soin, ni disputée avec autant d'acharnement. Et jamais depuis, la guerre n'a été la même. Après Koursk, le Reich ne fera plus qu'endurer. L'armée rouge, elle, marchera tout droit vers Berlin. Koursk, c'est l'histoire de la ténacité contre l'arrogance, de la stratégie contre la précipitation, de la défense méthodique contre l'attaque désespérée. Une bataille colossale, un tournant du destin, et peut-être le moment exact où la Seconde Guerre mondiale a définitivement changé de camp. Ici s'achève la bataille de Koursk, le jour où le Reich a perdu l'initiative. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.